Nous sommes au musée départemental, musée pédagogique de Saint-Ouen-l'Aumône, dans une classe qui reconstitue en quelque sorte l'ambiance des classes en France, dans les écoles primaires, les écoles élémentaires, comme on disait, entre 1830 et 1930. On est dans une de ces écoles primaires de la Troisième République, contemporaine de Jules Ferry ou des successeurs de Jules Ferry, à une époque donc un peu mythique où tous les petits garçons et toutes les petites filles de France ont appris à lire, à écrire et à compter, ce qui était approximativement le programme, l'ambition de l'école primaire de la République, à l'époque où elle voulait scolariser la totalité de la population. La librairie Fernand Nathan voit le jour en 1881, au rez-de-chaussée du 16 rue de Condé, à Paris. Son fondateur, âgé d'à peine 23 ans, est un ancien commis en librairie qui partage avec enthousiasme les idées républicaines de Jules Ferry. Quand Fernand Nathan s'installe en 1881, au départ, il vend les livres scolaires édités par ses confrères, Delagrave, Larousse ou Hachette. Et puis progressivement, il va recruter des auteurs pour rédiger des manuels scolaires. Ses premiers livres seront à la fois des livres d'histoire et de géographie, des livres de lecture, des livres de grammaire, des livres d'instruction civique, des livres de morale. On essaie de leur inculquer un certain nombre de valeurs, et de valeurs positives. L'amour du travail, l'amour du pays, l'amour de la famille, l'amour de l'État. La Troisième République veut éduquer ses enfants pour qu'ils deviennent plus tard de bons pères de famille, d'honnêtes travailleurs, mais aussi de futurs soldats, prêts à mourir pour la patrie, le jour de la revanche contre l'Allemagne. Pourtant, si la morale est encore rude et austère pour les plus grands, l'instruction donnée aux tout petits s'ouvre lentement à plus de liberté. À une époque où la maternelle est une nouveauté, Fernand Nathan sera l'un des tout premiers éditeurs français à s'intéresser aux méthodes pédagogiques d'éveil de l'enfant. Très vite, le matériel éducatif va lui apparaître comme un complément indispensable à l'instruction des écoliers. Fernand Nathan, qui a été formé chez Delagrave, va reprendre de son ancien patron ce souci de ce que nous appelons nous aujourd'hui l'ergonomie, c'est-à-dire l'attention au corps de l'enfant, aux gestes de l'enfant, à la pose de l'enfant. Fernand Nathan va être un de ceux qui vont se soucier le plus des enfants en leur donnant, à côté des manuels scolaires, du matériel qui permette à l'enfant, avec les cartes de géographie, de se représenter le pays, avec les cartes de leçons de choses, de voir un corps humain, bref, de s'intéresser à autre chose que le strict contenu des livres. Parmi ce matériel éducatif, certains objets vont même devenir emblématiques de l'école de la Troisième République. Je prends la férule de l'instituteur et sur le tableau noir est inscrit la leçon de morale réfléchie avant de parler. En général, l'instituteur l'avait écrit le matin même au tableau. On a aussi la carte de géographie qui permet à l'instituteur de faire découvrir les richesses du pays et de faire apprendre, évidemment, la géographie, le tracé des fleuves jusqu'à la mer. On a aussi, bien sûr, le bureau de l'instituteur et puis la bouteille d'encre. Alors, en récompense, les meilleurs élèves vont être chargés de remplir les petits encriers en faïence sur ces fameux bureaux en bois de l'école de la République. En 1926, la maison Nathan s'agrandit et s'installe au 9 rue Méchain, qui reste aujourd'hui encore le siège de l'entreprise. Pierre Nathan, qui vient prêter main forte à son père, parvient à faire de la petite maison d'édition d'avant-guerre une entreprise prospère et dynamique. Pierre Nathan est l'homme qui a fait décoller l'entreprise Nathan. On passe d'une vingtaine de salariés avant la Première Guerre mondiale à peu près 200 salariés dans l'entre-deux-guerres. Pierre Nathan ne l'a jamais dit, sans doute pour ne pas
porter atteinte à la mémoire de son père, mais il est véritablement l'homme qui a fait franchir un saut qualitatif et quantitatif à son entreprise. Très à l'écoute des innovations pédagogiques, Pierre Nathan commence par apporter de nombreuses idées en matière de jeu. Loto, mémo, domino, tout ce qui peut faire développer la mémoire, la création et les associations d'idées aux enfants en bas âge est développé. Nathan devient un créateur de jeux éducatifs. Associé à l'illustration, éduquer en s'amusant devient un véritable concept qui connaît un succès de plus en plus grand dans les écoles. Fernand Nathan est un de ceux qui travaillent le plus avec ses rédacteurs de manuels pour trouver la meilleure illustration possible. Il est déjà conscient qu'à côté du texte, qu'à côté du récit, qui est nécessaire à l'enfant pour apprendre l'histoire, ou la géographie, ou la physique, les sciences naturelles, comme on disait à l'époque, l'illustration est nécessaire. Les succès des ouvrages illustrés et des jeux éducatifs Nathan font connaître l'éditeur bien au-delà du domaine scolaire. Cette réussite auprès du grand public se prolonge de manière exemplaire avec la sortie d'une nouvelle collection, Les Contes et légendes. C'était une forme de découverte illustrée du monde, mais illustrée par du rêve, puisque lorsque l'on raconte la mythologie, on fait rêver, on fait imaginer, enfin, on fait fonctionner l'imaginaire des enfants. Il faut reconnaître que ce sont les titres fondateurs de la mythologie qui restent les meilleures ventes, les demandes constantes, c'est-à-dire l'histoire de Rome, l'Iliade, l'Odyssée, les contes et légendes de l'Égypte. Du manuel scolaire à l'initiation à la rêverie. Le plaisir quasi féerique de la lecture des contes et légendes se prolongera dans toute une série de romans d'aventure et d'évasion.